Hello, hello. Coucou Tonio. J'attends que Marie arrive sur la plateforme. Ils sont à l'heure. Ah, là voilà. Elle arrive, je pense. Et voilà. Bonjour. Marie, ça va? Toi. T'es prête? Allez, on y va. Bon, bah, on démarre ce petit Instagram sur une séance sur le non-conventionnement. Et on verra en fait que le non-conventionnement, c'est peut-être la bonne façon de l'appeler, la moins culpabilisante, que c'est pas du tout pareil que le déconventionnement. Et tout à l'heure, je te laisserai l'évoquer parce que c'est toi qui me l'as appris. L'objectif de cet Instagram n'est pas du tout de dire aux gens de se déconventionner et d'y aller tous en masse. On ne peut pas attendre des praticiens qui choisissent de se déconventionner tous en même temps pour oser y aller. C'est une démarche qui est beaucoup trop personnelle, qui est beaucoup trop importante pour d'ailleurs qu'on puisse prendre la responsabilité de dire à tout un chacun, vous devez le faire. Donc, ce qui nous a semblé intéressant sur le groupe Facebook des dentistes unis pour redémarrer le 11 mai, c'était de démarrer quelques petits points de réflexion possibles pour les gens, pour qu'ils puissent aller chercher les informations et voir si finalement où on en est, comment ça se passe dans nos têtes, dans nos cabinets, et si on ne serait pas prêt à changer pour retourner vers une médecine libérale, on va dire. Donc, on part d'un état des lieux et d'un constat. Donc, je vais faire une petite introduction, puis après, bien sûr, je vais t'interviewer complètement. L'état des lieux, c'est qu'en fait, aujourd'hui, sur le plan de la santé, c'est plus vraiment les médecins ni les professionnels de santé qui choisissent ce qu'ils veulent faire en termes de santé. Et alors, à notre échelle, on l'a vraiment vu récemment de façon assez violente. Il faut savoir, et ça c'est William Dab qui le dit, qui est un monsieur qui a travaillé au niveau du ministère de la Santé et qui est un épidémiologiste, que c'est pas la santé, c'est pas le ministère de la Santé qui décide du budget, ni qui arrive à faire bouger beaucoup de choses, c'est le ministère des Finances. Donc aujourd'hui, en fait, le patient, c'est pas un patient, une entité économique qui doit être viable sur le plan économique et toutes les décisions qui sont prises ne sont fonction que de cela. Ce qui fait que si on a démarré cet Instagram-là, c'est vraiment pour se dire que l'activité en libéral n'existe plus. En tout cas, elle est largement entravée. On a l'impression d'être dans une petite pièce et d'avoir de moins en moins d'espace. Et ça se fait au profit d'une économie de la santé. De toute façon, il n'y a plus de prévention. Et en termes d'action et de soins de santé, en réalité, c'est les codifications de sécurité sociale qui dirigent nos actes de santé quand en fait on devrait pratiquer une médecine, une dentisterie libérale où on choisit de faire des diagnostics, des pronostics, des traitements et un plateau technique adapté. Alors pour ça, on a plusieurs idées. C'est soit on se retourne vers nos pouvoirs publics et on essaie d'agir, et je pense que les CCDLI en hiver l'ont largement fait et qu'ils ont largement pris une grande claque, que ça a été très difficile d'être écoutés par les pouvoirs publics et d'être utilisés ensuite pour mieux nous cerner encore. Le RAC 0 a bien été signé et les praticiens se sont vus, et moi j'ai enseigné dans ces périodes-là et j'ai vu à quel point les gens étaient sérieux, ils l'ont fait. Ils ont essayé de trouver dans les nomenclatures des moyens de subsister quand même. Donc dire que les pouvoirs publics peuvent nous aider, comprendre et faire changer la situation, je pense que c'est une illusion. Et qu'est-ce qui nous reste comme solution? Peut-être de prendre nos responsabilités, de choisir qui on est. Et ça, c'est ce que veut cet Instagram-là, hein, de se dire est-ce que je suis de cette partie-là ou pas? Ou est-ce que moi, je vis bien dans le conventionnement et dans la façon dont c'est? Et là, il n'y a rien à dire. Et est-ce que finalement, je ne voudrais pas quand même être face au fait que la dentisterie qui arrive est une dentisterie qui correspond à quelque chose de salarié, puisque un acte va donner une codification, qui va donner une rémunération, et que c'est plus du tout de la médecine libérale. Alors pour ce, on a rédigé un questionnaire avec Antoine Bartas et Adriane Croussès pour interroger Marie-Emmanuelle, qui est un chirurgien dentiste, qui est non conventionné. Et je vais te laisser te présenter, nous dire depuis quand tu exerces sous forme non conventionnée et ouvrir le débat avec toi. On y va. Bonjour, donc j'ai 50 ans, je suis sortie de la fac de Paris 5 Montrouge en 94. Je suis arrivée dans l'Oise en 99 et j'ai créé mon cabinet en 2002, un peu dans l'urgence. Et j'ai atterri dans un petit village de 2500 habitants dans une zone relativement pauvre de l'Oise et qui s'est appauvrie d'année en année à cause de la fermeture successive de quasiment toutes les entreprises. Donc contexte économique pas terrible et pourtant en 2017 j'ai décidé de sortir de la convention parce que je n'en pouvais plus du tarif des soins, de l'incohérence du système,
du fait d'essayer de compenser avec des heures carrées le manque à gagner sur les soins conservateurs. Et tout ça a fait que en 2017, j'ai décidé de sortir de la convention pour retrouver une sérénité. Donc en 2017. Donc finalement, là, ça fait quoi? 3 ans. 4 ans, 3 ans que tu es là-dedans. Très bien. La chose à chaque fois qu'on en discute avec les praticiens, ce qui ressort de là, c'est la peur. C'est-à-dire que même si chacun voit vraiment l'intérêt qu'il y aurait, c'est le plus gros frein, c'est la peur. Alors, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as trouvé les moyens de ne plus avoir peur et de le faire? Je dirais, enfin, le préambule pour que ça marche, je dirais qu'il faut un attachement fort des patients au cabinet, ou en tout cas à la personne. La peur, elle existe, hein, mais à un moment donné, il faut choisir entre la peur d'avoir un exercice cohérent et serein et la peur de faire des choses qu'on n'aime pas et de se perdre. Donc ce choix, il est là. La convention nous pousse à faire de l'abattage ou du low cost parce que même si pour le moment on trouve une situation relativement confortable et qu'on s'en sort, ça va pas durer. Les tarifs vont baisser, 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 les charges vont augmenter, augmenter, augmenter. On le voit là avec la situation du Covid, il va encore y avoir des investissements, des demandes de temps, etc. Et il va falloir lâcher quelque chose pour pouvoir exercer. Le patient, de toute manière, il est perdant à chaque fois. Il est perdant si on sort de la convention, il est perdant si on fait de l'abattage, il est perdant si on fait du low cost, il est perdant si on ferme. Donc, je dirais, autant essayer de se retrouver soi et de privilégier ce qu'on aime faire et la relation qu'on a avec le patient. Et ça, on peut le retrouver en sortant de la convention. Donc la peur, elle est là, mais de toute manière, le libéral, on vit avec la peur, on vit avec les engagements, on vit avec les choix qu'on fait soi-même et on assume ses choix. Et, Est-ce que un de tes freins a été la perte de chiffre d'affaires? Est-ce que financièrement, tu avais des inquiétudes? alors financièrement, j'avais des inquiétudes, mais de toute manière, avec l'exercice conventionnel, hein, si je voulais continuer à soigner comme je le voulais, financièrement, l'inquiétude, elle était là aussi. Euh, je prends énormément de temps par patient et ce temps, il coûte de l'argent. Et surtout dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de moyens, où il y a un renoncement aux soins, etc., bah, il faut savoir valoriser. Est-ce que tu as Et eu aussi peur excuse-moi, est-ce que tu as eu aussi peur de la réaction de tes confrères, de pas la du tout. communauté, voilà, par rapport à ce désengagement? Est-ce que tu as eu l'impression de trahir tes confrères dans leur engagement vis-à-vis de la santé? Parce que c'est quand même aussi comme ça que certains le vivent. Euh, j'ai j'ai pas eu la sensation de trahir mes confrères. Je pense que j'aurais eu plus l'impression de trahir mes confrères en bidouillant, en trichant. Euh, j'ai eu aucune réaction négative de la part des confrères. Plutôt du genre elle a des couilles. Mais trahir les confrères, non. Trahir ma mission de santé publique, bah, paradoxalement, j'ai eu l'impression de la retrouver, cette mission de santé publique, avec des patients qui s'investissent beaucoup plus et pourtant ne sont vraiment pas des patients qui ont les moyens, avec un discours qui passe vraiment bien. Et là, on se rend compte qu'en fait, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, ils payent leur assurance et ils se saignent pour payer leur assurance tous les mois. Et donc, leur assurance a de la valeur, alors que nous, c'est gratos, ça n'a aucune valeur. Dès qu'on sort de ce système, eh bien, les patients accordent de la valeur à ce que l'on fait, de la valeur à leur bouche et ils en prennent soin. C'est très paradoxal, hein, mais la mission de santé publique, je la remplis, j'ai l'impression de la remplir beaucoup mieux maintenant qu'avant. Et concrètement, au moment où tu es passé, parce qu'on sait toujours que c'est le moment de transition qui est le plus délicat, après, je pense qu'il y a un équilibre qui revient. Est-ce que tu as perdu des patients? Alors, le syndicat des chirurgiens dentistes de Paris, qui m'a beaucoup aidé, qui est d'ailleurs le syndicat des chirurgiens dentistes non conventionnés, donc à cdp.fr, et quand je m'étais renseignée sur leur site, ils prévoyaient 60% de pertes. J'en ai perdu 40%. Et finalement, au bout, on va dire, d'un an, je les retrouve parce que ils ont fait le tour et ils reviennent parce que j'ai un exercice différent, mais simplement dans le temps que je prends aux patients. Et,
Donc, ils reviennent. Donc, et la perte des patients, elle existe, puisqu'il y a des patients qui partent. Il y a aussi des patients qui viennent parce que justement, on est non conventionné et on se démarque. Et puis, je dirais qu'il y a des patients qui partent, mais comme la majorité des soins se fait à perte, on a 70% d'un exercice qui génère 30% du chiffre d'affaires. Bah, si on perd un peu de ces 30%, mais que c'est 70% d'actes, mais que finalement tous les actes sont rentables, ça s'en ressent finalement peu sur le chiffre d'affaires. C'est ça, c'est qu'en fait, par le fait même que tu arrives à pratiquer tes tarifs, ton chiffre d'affaires, il change pas vraiment. Il ne Ce qui change est pas vraiment. voilà, il change pas vraiment, même dans la transition, il augmente. Mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est que ça peut être un tout petit peu factice pendant un certain temps, puisque c'est quand même relatif à une perte de patients, mais que la tenue du cap du point de vue santé et le fait qu'on rende un vrai service de santé et qu'on fasse cette fois une mission de soins qu'on choisit et pour laquelle on se forme et on peut payer le plateau technique qui va avec, Ouais. etc., eh bien, ça fait que les gens qui veulent être vraiment soignés reviennent. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans une autre pratique ne soignent pas, mais ça veut dire simplement une chose, c'est qu'ils se mettent dans une situation où ils essaient de répondre à deux questions à la fois qui ne sont antinomiques. La première des questions, c'est je dois répondre aux codifications de sécurité sociale et rester dans ce panier pour pouvoir faire en sorte que mes patients viennent se faire soigner. Et de l'autre côté, je dois pratiquer une dentisterie du niveau qui est celle qu'elle est aujourd'hui, conforme aux données acquises de la science. Mais ça, par contre, le panier de sécurité sociale et ce dans quoi j'ai le droit de jouer ne le permet pas. Donc, on est dans une situation schizophrénique parce que on va tirer parti un maximum de la codification à l'heure actuelle pour quand même exercer selon ce que l'on souhaite, ou alors on est dans les cases complètes et on pratique une dentisterie qu'on choisit comme étant différente. Donc c'est vraiment ça l'objectif d'aujourd'hui, c'est de dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous choisissez. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais ce que tu vas me dire et du coup je vais te le faire dire. Euh, c'est que cette situation où on tire parti des codifications de sécurité sociale pour y arriver en se formant et donc en ayant choisi sa dentisterie, est-ce que tu penses que ça peut durer? Parce que pour moi, l'alerte, elle est là. Non, ça durera pas parce qu'il y a un encadrement, on va dire sécu déjà avec des contrôles sécu, mais il y aura certainement après des encadrements de la part des mutuelles qui iront chercher le pourquoi du comment et qui diront aux praticiens que bah non, leur forfait photo à 400 euros, il n'est pas du tout justifié, ou même à 150 parce que ça ne répond pas aux critères de la CCAM. La Sécu risque de paraître très gentille dans ses contrôles par rapport à ce que risquent de faire les mutuelles derrière. Et pour les praticiens qui auront aussi signé des protocoles avec les mutuelles et qui ne vivent que de l'apport des patients via les mutuelles, en fait, ça va se durcir. Les tarifs vont descendre, 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 descendre. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand en dentisterie conventionnée, on fait un acte à 19 euros et que on va passer à peu près le même temps pour la pose d'une couronne à 800 euros, c'est inconfortable pour le praticien, c'est inconfortable pour le patient parce qu'il comprend vraiment pas pourquoi il y a 19 euros d'un côté et 800 de l'autre. Euh, et du coup, on passe pour des voleurs, ou en tout cas pour des gens pas très sains. À partir du moment où on est non conventionné, on a un exercice beaucoup plus cohérent. C'est difficile, c'est plus cher, c'est plus long, c'est plus cher, c'est plus court, c'est moins cher. Euh, et le patient retrouve lui aussi une cohérence dans les soins, dans ce qui est présenté. D'accord. Alors maintenant, passons le cap. Comment tu t'es préparé à le faire? J'y pensais déjà. Ensuite, pendant 6 mois, je repoussais l'éventualité, je repoussais l'éventualité, je repoussais l'éventualité parce que mission de santé publique, parce que mes pauvres patients, parce que et puis à un moment donné, je me suis jetée à l'eau. Et c'est vraiment ça l'exemple, c'est se dire, bah, on sait nager. Et on saute dans le grand bain. On n'a plus les petites bouées décoratives qui étaient à moitié dégonflées et qui servent juste à rassurer. Et j'ai envoyé mon courrier. À partir du moment où j'ai envoyé mon courrier, j'ai appelé les patients et je leur ai dit, voilà, dans un mois, je ne suis plus conventionnée par la Sécu. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on en discute au téléphone? Est-ce que vous voulez venir au cabinet pour qu'on en discute? Et j'avais 6 mois de planning et je les ai tous appelés. Ça a pris du temps.
Et là, ils m'ont répondu, on savait que le système de santé allait mal, mais on ne pensait pas que c'était à ce point-là. Donc, tu as démarché, tu as appelé chacun de tes patients. J'ai appelé tous les patients qui étaient programmés, de Programmé. façon à leur dire, qui étaient programmés, ouais, sur les 6 mois, enfin, sur le mois déjà, et puis ensuite sur les 6 mois de planning après, pour leur dire que j'étais sortie de la convention, que du coup le remboursement allait changer, qu'il fallait qu'on fasse un point parce que ça allait plus être pareil pour eux. Donc ça, techniquement, j'ai vu des questions passer pour savoir comment on le gère. On le fait à la fin. Là, on est sur l'aspect patient-praticien, puis après, on va faire l'aspect technique. Bon, très bien. Et donc, par contre, tu n'as pas envoyé de courrier aux patients que tu avais déjà dans ton panel. Tu n'as pas Non, averti. D'accord, très j'ai pas, je les ai avertis à partir du moment où c'était fait. J'ai appelé les patients qui étaient programmés et ensuite tous les patients qui appelaient pour prendre rendez-vous, je regardais leur dossier pour savoir s'ils étaient déjà venus et je les informais de mon changement de situation. Et tous les nouveaux, évidemment, sont prévenus au téléphone hein, que je suis sortie de la convention, que le remboursement sera différent, etc. Et que voulais-je dire? Tu as donc dû modifier tous tes devis. Est-ce que tu as modifié des choses? Alors, sur le plan administratif, est-ce que tu as remodifié tous tes devis? Ou est-ce que tu les as laissés Alors, tous courir et les tu les as modifiés quand ils sont venus? Non, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que comme il y a enfin, la base de remboursement change, puisqu'elle n'est plus que de 16% du tarif de convention, et donc ils ont par la Sécu 70% de 16%, c'est-à-dire pas grand-chose. Il a fallu faire énormément d'administratifs, puisque chaque acte nécessite un devis, sauf la consultation. Tous les devis en cours, bah, évidemment, ils sont stoppés. Et on refait des devis. Du coup, ça nécessite un petit peu de temps. Euh, mais voilà, comme d'un autre côté, il n'y a plus d'acte à perte, ça va beaucoup mieux, même quand on a un emploi du temps un peu plus vide. Euh, Oui, ouais, très bien, très bien. Donc en fait, du point de vue administratif, c'est quand même lourd et ça t'a demandé vraiment beaucoup de travail. Du point de vue technique, du point de vue plateau technique, etc., est-ce que tu as beaucoup changé de choses? Parce que des questions qui sont posées aussi, qui sont de l'ordre de la culpabilité, c'est est-ce que tu as dû proposer des services supplémentaires, avoir quelque chose de plus attractif qui te rende différente pour qu'on continue à venir chez toi ou est-ce que tu continues à rester la même? Non, je n'ai absolument rien changé. J'avais déjà un exercice qui n'était pas celui, enfin, qui était différent des autres par le fait que je prends beaucoup de temps. J'adore travailler sous digue. Je fais beaucoup de prévention, de cardiologie, qui n'était pas forcément bien reçue tant que j'étais conventionnée et qui est beaucoup mieux reçue maintenant que je suis non conventionnée. Mais en fait, j'ai rien changé du tout, ni au niveau des services, ni au niveau du plateau technique. J'ai toujours autoclavé tous mes instruments, j'ai toujours emballé tout mon fauteuil dans des plastiques jetables. Je suis écolo à la maison, mais pas au cabinet. J'ai absolument rien changé. La seule chose qui va peut-être changer, c'est qu'avec le Covid, j'ai acheté un téléphone portable qui sert aux patients et peut-être que je vais le garder, mais c'est pas sûr. J'ai rien changé. Seulement maintenant, les gens le remarquent. Quand j'étais conventionnée, c'était gratuit, c'était normal. Maintenant que je suis plus conventionnée, ils le notent, ils en parlent autour d'eux et les gens appellent en disant oui, oui, je sais, mais je sais aussi que vous prenez du temps et c'est pour ça qu'on a envie de venir vous voir. D'accord, il y a beaucoup de questions techniques qui tombent. Je les ai bien notées et je vais tout faire, tout te poser. La dernière chose que je voudrais te demander de façon plus globale, encore une fois, c'est pour toujours essayer de lever les freins et travailler sur des questions de fond. Euh, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui concerne plus les praticiens spécialisés ou les omnipraticiens? Je dirais surtout quand on est omnipraticien. Ah oui. Surtout quand on est omnipraticien. C'est tellement plus confortable d'avoir cet exercice serein où on peut vivre de chaque acte. Pour s'amuser, il y a quelqu'un sur un groupe de Facebook qui se dit consulto exclusif, hein, mais on peut devenir consulto exclusif. On peut ne faire que des extractions, on peut faire que de la pédo en étant super serein, on peut faire que de l'endo, on peut faire que de la prothèse, mais on ne fera pas le panier, le reste à charge zéro. On Ouais. peut faire exactement ce qu'on veut, mais en omnipratique, c'est d'un confort fabuleux. Quand le patient, il y a plus cette espèce de dilemme économique où quand on voit une grosse carie, on fait bon, est-ce que je la garde vivante et je gagne 30 euros ou est-ce que je dévitalise et je fais une couronne ou un overlay ou etc. Et où d'un bout à l'autre, je vais faire 1500.
Est-ce que c'est la santé du patient ou est-ce que c'est la santé de mon cabinet? Et ça, c'est quelque chose d'épouvantable. Je Vraiment pense, en épouvantable. fait, ce que je pense aussi, et ça, c'est quelque chose que je voulais quand même dont on prenne conscience, c'est que finalement, à force d'avoir accepté depuis tant d'années toutes ces modifications de sécurité sociale qui contraignent notre exercice, qui nous obligent à avoir un cerveau formaté sécurité sociale au point que les dentistes, maintenant, quand ils se forment, posent souvent des questions par rapport au code au lieu de questions par rapport aux actes qu'ils ont à faire. C'est une forme de dévalorisation de soi-même jour après jour. Je trouve que dans la Tout à fait. façon dont les pouvoirs publics nous ont oubliés totalement, on voit très bien qu'on n'est pas du tout considéré. On a l'habitude d'être pas considéré, pas vu, pas pris en compte. C'est pas qu'on crie pour le faire, c'est qu'on finit par ne plus nous-mêmes nous considérer dans notre pratique. Et On se finalement, dévalorise totalement. voilà, à mon sens, choisir le non-conventionnement, c'est choisir de faire la dentisterie qu'on veut faire et de se former pour et de donner un service de santé, ce qui est quand même notre motivation initiale, celle pour laquelle on a fait des études et celle pour laquelle on a commencé à travailler. Que derrière, on gagne notre vie avec, ça n'est pas du tout péjoratif. Chacun vit comme il est, mais c'est surtout que c'est la valorisation des soins de santé qui a disparu au profit d'une valeur économique qui nous rend très coupables et au point de ne même plus oser prendre en main notre métier et d'en faire ce qu'on a envie d'en faire. Alors maintenant, Tout à fait. partons d'un point de vue parfaitement technique, ça va beaucoup les intéresser. Ça y est, on est non conventionné, maintenant on fait nos tarifs. Alors déjà, point de vue URSSAF, caisse de retraite, est-ce que tu as eu de gros changements sur tes URSSAF personnels et ta caisse de retraite? Alors en fait, on nous a très très longtemps agité une chimère devant les yeux parce que en fait le taux URSSAF représente à peu près 10% du chiffre d'affaires d'un cabinet et en non conventionné, le RSI, enfin l'ex-RSI, représente 9,81% du chiffre d'affaires d'un cabinet. Ça ne change pas grand-chose en fait. Mais par contre, on nous a fait très très peur pendant très longtemps avec ça. Au niveau de la caisse de retraite, en fait, il y a 4 cotisations. Les praticiens conventionnés en payent 4, les praticiens non conventionnés en payent 3. Ils ne payent pas donc la SV. Mais on va dire que enfin, ce qu'ils payent pas sur l'ASV, bah, ils peuvent le mettre ailleurs, en Madelin ou autre chose pour la retraite, sachant que tout ce qu'on paye à la Carpident, aujourd'hui, bah, on ne sait pas très bien ce qu'on va avoir à la retraite après. Mais globalement, donc, en fait, ça ne change pas. Et le meilleur moyen de s'en assurer, c'est de demander au comptable de faire une simulation à chiffre d'affaires équivalent de la transition conventionnée, non conventionnée. Les comptables, c'est tellement simple pour eux de le faire Que ça vaut le coup aucun problème. d'anticiper là-dessus pour se rassurer, Et pour bien cerner ce qu'on voilà. fait. Et là, Alors en fait, maintenant, on voit qu'il n'y a aucune différence. très bien. Ça, c'est un point hyper important. Maintenant, tu disposes de ta liberté et tu as des actes. Et comment est-ce que tu as choisi tes tarifs? C'est-à-dire, quelle a été ta base de réflexion pour modifier tous tes tarifs? Et Alors, il y en a surtout, eu comment tu l'as plusieurs. fait? Voilà. Il y a eu, alors le SCDP, pour y revenir, hein, maintenant a mis à disposition sur son site internet un tableur qui permet de calculer les frais de fonctionnement de son cabinet, de chaque cabinet. Il suffit de remplir les cases et ça vous donne votre coût horaire, donc ça permet d'évaluer un peu les futurs tarifs, ou en tout cas les frais du Les plateau frais, technique. ce que nous Voilà, coûte notre vie au cabinet. tout à fait. À l'époque, il n'y avait pas ça. Je me souviens, dans les chiffres, je suis pas très très douée. Donc j'ai regardé les tarifs des pays à niveau de vie équivalent, Angleterre, Allemagne, Canada. J'ai pas regardé la Suède, j'ai pas regardé la Suisse. J'ai préféré éviter parce que ça fait peur. Où est-ce que tu as Euh, regardé? Comment tu es allé chercher cette info-là? alors en fait, donc je suis sortie de la convention en 2017 et depuis 2011, hein, dès que je vois passer une publication humoristique sur les tarifs des pays à niveau de vie équivalent ou des pays avoisinants, je les prends et je les sauvegarde sur mon disque dur. Ce qui a permis, enfin, dès que je voyais passer des devis sur les groupes Facebook en disant «Ah, ma patiente, elle est partie en Angleterre, on lui a mis une consultation, regardez, j'ai son devis, j'ai réussi à en faire une copie, etc.» Tout ça, j'ai gardé et j'ai accumulé pendant de 2011 à maintenant.
Mais en l'occurrence 2011-2017. Il y a quelques confrères qui étaient en Angleterre qui ont pu me donner les tarifs qui se pratiquaient. Et puis, j'ai regardé aussi ce que me coûtait mon cabinet toutes les heures. Et ça, du coup, ça a permis d'être très transparent avec les patients en disant, bah voilà, mon cabinet, il me coûte quasi 150 euros de l'heure ou 120 euros de l'heure. La moyenne nationale, on doit être à 200 euros de l'heure. Ça peut monter jusqu'à 350 dans certains cabinets. Comment voulez-vous qu'on fasse un soin qui est plafonné à 19,28 € ou un détartrage à 28,92 ou 43,38 si on triche. Et puis bidouiller avec des choses à côté, ben, à un moment donné, les patients ils disent ah non, mais moi je veux faire que ce qui est pris en charge. Ça, c'était un recul. Mais donc j'ai regardé mon plateau technique, j'ai regardé ce qui se faisait dans les pays avoisinants. J'ai Donc c'est ça, regardé ça aussi t'a par rapport. permis, pardon, en regardant dans les pays avoisinants, ça t'a permis quand même d'avoir une échelle de Voilà, et de se comparaison et d'être déculpabiliser. raisonnable. Voilà, après on fait les tarifs qu'on a envie de faire, mais il ne faut pas non plus qu'on soit taxé de vouloir mieux gagner nos vies encore plus que nous ne la gagnons déjà en se non conventionnant, mais au contraire, on arrive à mesurer que c'est chez nous, que c'est particulièrement désastreux et qu'on déjà on rehausse un petit peu notre estime de nous en regardant que finalement ce Voilà. qu'on est en train de faire est valable. On se déculpabilise complètement. On peut aussi présenter aux patients les tarifs des autres pays et ça relativise beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et les patients, en fait, ils en sont conscients parce qu'ils voient très bien cette incohérence et quand on lève cette incohérence, hein, bah, ça les apaise. Très bien, On passe, on passe vraiment plus pour entre guillemets, des voleurs ou des vendeurs de prothèses ou des choses comme ça. c'est ça. Donc, j'ai regardé aussi par rapport au contexte économique pas De de la la région? région et puis par rapport à mes propres freins aussi. Oui, très bien, Euh, la conception de l'argent. Et ça, c'est important, je pense, de dire ça, c'est qu'il faut bien savoir qui on est avant de faire ce changement et de définir des propres objectifs personnels pour se dire, bah, voilà ce que je voudrais gagner, voilà ce que je vaux, entre guillemets, parce que ça aussi, c'est une assumption incroyable. C'est quand on dit à quelqu'un, je sais ce que je vaux, ça ne veut pas dire je vaux des milliards, ça veut dire je sais ce que je sais faire. Et ça, je pense que c'est une énorme valorisation de soi-même que de retourner à ça. Donc, si j'ai bien compris, quand tu as fait tous tes tarifs, tu as regardé donc le coût horaire, tu as regardé les prix avoisinants et ensuite, je pense que tu as fait un tarif au temps passé. Parce oui. que j'ai vu que beaucoup de gens là posaient des questions en disant mais comment tu fais pour codifier une phase, deux phases? Ben, en fait, tout ça, messieurs, dames, ça disparaît. Parce qu'une phase, deux phases, trois phases, c'était de la sécu. Ça n'a pas de sens par rapport à une dentisterie conservatrice, par exemple. Si vous faites une cavité conservatrice en tunnel pour aller trouver la lésion carieuse sous microscope opératoire avec tout la pose du champ opératoire, etc., il est bien évident que vous savez bien que ça correspond plus jamais à une phase, deux phases ou trois phases. Donc tout ça, ça disparaît complètement. Donc pour caler tes prix, si j'ai bien compris, tu as utilisé le temps passé et évidemment ton coût horaire et après tu as établi tes tarifs. Alors, j'ai défini en fait des tarifs maximaux que je présente aux patients avec les codifications Sécu, puisqu'on est obligé de respecter la TCAM. Et ensuite, si c'est allé plus vite, plus facilement, libre à moi de baisser mon tarif. Si j'ai pas fait de stratification parce que pour différentes raisons, si j'ai fait différemment et que c'était plus facile, je le baisse. Je ne le monte pas, mais je le baisse. Alors, il y a un Voilà. truc intéressant. Je vois que une personne met à Londres, le prix dépend de la difficulté. Oui, en Allemagne, il dépend du protocole opératoire choisi. C'est-à-dire si on a sorti un champ opératoire, un coin de bois, mais C'est logique. tout est parfaitement séquencé. Donc, vous pouvez choisir, hein. Marie, elle a choisi au temps passé. D'autres vont Pas de choisir temps au... passé parce que je travaille sous digue et sous microscope. Voilà. Je fais ma paro sous microscope opératoire aussi. Euh, Ouais, d'autres vont voilà. choisir au protocole, etc. Donc ça paraît intéressant. Sur le plan vraiment pratico-pratique, donc les codifications de sécurité sociale, elles restent en gros Elles quand même. restent et il Qu'est-ce que faut tu les en fais? Tu respecter. remets les mêmes? On met les mêmes, hein, sauf qu'on a des tarifs totalement libres. Et surtout, ça évite la bidouille. Donc, on n'est plus obligé de rajouter et de se casser la tête pour essayer de rajouter. Avec les questions des patients, mais vous avez vu le prix de ce qui n'est pas remboursé, moi je peux pas, on peut pas essayer de faire en sorte qu'il soit remboursé, etc. Et ça correspond à quoi? Bah non, là on a un acte, hein, on a un code, hein, il y a
le remboursement, il est ce qu'il est, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. C'est sûr. Je perds un peu le fil de ce que je voulais demander. Non, on n'est pas sœurs. Pour répondre à la question, c'est les lunettes. Non, c'est ça qui me paraît vraiment très intéressant, c'est la relation aussi avec les prothésistes et la transparence des prix. Est-ce que du coup, comme tu sais, par exemple, on nous a demandé d'afficher nos tarifs et tout, ben là, moi, personnellement, je me sentirais beaucoup plus prête à le faire. Bon, ça certes, après, je pense qu'il y a des petits malins qui s'amuseraient à calculer un chiffre d'affaires, mais est-ce que du coup, tu deviens très transparente pour tes patients et tu donnes même tes tarifs de prothèse, par exemple, De ou labo? de labo? Ouais. Oui, mais en fait, il y a plus de... Comme tout est cohérent, alors en Amovible, c'est très particulier parce que je travaille avec Sébastien Santos qui fait des trucs absolument fabuleux. On peut voir son travail sur Facebook. Il fait énormément d'animation, il fait de la polychromie au niveau des gencives, il fait évidemment les sculptures des bunoïdes. Enfin, c'est fabuleux. Donc il n'y a même pas besoin de justifier. Les patients voient la différence. C'est pas du tout le travail courant. Mais comme tout est beaucoup plus cohérent, il y a plus. Les patients, ils sont suspicieux quand il y a ce 19,28 € ou ce 30 € et puis ce 1 000 € d'un côté, de l'autre côté, pardon. Là, ils sont très suspicieux parce qu'ils sentent qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. À partir du moment où tout est cohérent, bah voilà. Puis à la limite, enfin, on peut même presque baisser les tarifs de prothèses, mais pas beaucoup parce que les tarifs de prothèses, c'est les tarifs de prothèses de l'Europe. Euh, et donc, mais ça gêne pas. Et en tout cas, on peut garder le prothésiste. On peut aussi On honorer peut le prothésiste. choisir, On peut exactement. choisir son prothésiste. On n'est pas obligé On peut le d'aller faire vers du travailler local. en France. On peut On le faire peut, travailler. voilà, on peut Voilà, on choisir peut un faire travailler prothésiste, qui on veut. voilà, pour des actes. En fait, on va choisir ce qu'il nous faut par rapport au cas qu'on décide de choisir et à la formation qu'on a choisi de suivre pour faire Voilà. la prothèse qu'on a choisi de faire. Et au Euh, moins, si on veut faire de la dentisterie adhésive et travailler sous digue, on peut faire ça sans que ce soit la mutuelle ou la CEPAM qui choisissent le travail qu'on fait et le prothésiste avec qui on travaille. je pense qu'on ne se rend pas compte qu'on a l'impression que le frein majeur au changement est la peur de ne plus être dans les cases, etc. Mais on ne se rend pas compte du nombre de freins qu'on libère une fois qu'on l'a fait. Oui, et en Une fait, fois c'est que... vraiment comme l'enfant qui regarde ce grand bain et ou alors à qui on retire les petites bouées qui servaient à rien du tout et qu'on doit jeter dans l'eau ou qui doit se mettre à l'eau tout seul. En fait, une fois qu'on est sorti de la convention, on se rend compte que c'était rien. Que finalement, c'est comme dire, bah non, j'en ai ras-le-bol de cette mutuelle-là, et ben je travaille plus avec elle et je dénonce mon protocole. Bah, c'est la même chose. En fait, c'est rien du tout. Le frein, il est vraiment dans soi et c'est un plafond de verre qu'on se met. Très bien. Moi, je pense que les dernières remarques qui peuvent rester, et on va doucement aller vers la fin de la présentation comme ça, c'est plus délicat d'arriver à bien réfléchir là-dessus. C'est quand j'ai une praticienne qui m'a dit oui, mais les patients, c'est pas juste pour eux. Donc, je voudrais revenir un peu juste là-dessus pour terminer. C'est pas juste pour eux parce que on n'est pas dans le système d'égalité d'accès aux soins. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans un système d'égalité d'accès aux soins. Voilà. Plus du tout. On est obligé d'introduire des actes non remboursables, hein. Donc l'accès aux soins, il n'est plus là. Il n'existe plus. À moins de travailler que au tarif Sécu et au reste à charge zéro, mais c'est un choix d'exercice, hein. Et à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt de sortir de la convention. Mais à partir du moment où on essaye de patcher, les patients ne sont pas remboursés, l'égalité d'accès aux soins, elle n'est plus là. Et puis, il n'y a qu'à voir avec les patients CMU où l'on dit ils respectent pas, ils font pas, ils suivent pas, ils sont pas motivés, etc. L'égalité aux soins, elle n'existe pas. Oui. La responsabilisation n'existe plus. Sortir de la convention, c'est juste un accès aux soins qui est différent, mais qui est ni mieux ni moins bien qu'en étant conventionné, il est juste différent.
on peut faire beaucoup plus de prévention et cette prévention, elle est reçue. Parce que quand le patient il doit sortir de l'argent de sa poche, il se rend bien compte qu'en passant le fil et les brossettes tous les jours, ça va lui éviter d'avoir des soins coûteux derrière. Il est beaucoup plus partant pour avoir un cours de coaching et qu'on le guide dans son nettoyage quotidien et il va le faire. La chose est totalement différente. Oui, je pense que dans cette réflexion d'accès aux soins, ce qu'on peut dire de façon assez percutante, c'est que oui, il y a tout à fait une égalité d'accès aux soins sur le plan économique. Et ça n'a été vu que comme ça. C'est-à-dire que sur le plan de financer ce qu'on appelle des soins aujourd'hui, il y a une égalité d'accès aux soins sur le plan économique. Mais il n'y a pas du tout une égalité d'accès aux soins sur le plan de la santé. Déjà, à l'heure actuelle, les gens qui veulent financer leur santé sortent complètement, choisissent des praticiens qui ont des tarifs différents et ou qui manient les codes de sécurité sociale différemment et vont choisir une qualité. Donc, il y a déjà aujourd'hui une médecine à 2, 3 vitesses qui s'est largement installée parce que on avait fait cette égalité d'accès économique aux soins. Alors certes, il y a des petites questions qui tombent encore. C'est le prix de ta consulte. Alors, le prix de ma consulte, donc quand je suis sortie de la convention, j'avais appelé aussi pas mal de praticiens non conventionnés pour savoir ce qu'ils faisaient, eux, sur le prix de leur consultation. Et il y en a 2, 3 qui m'ont dit, faisons un produit d'appel, fais-la pas cher, comme ça les gens viendront facilement et là, entre guillemets, tu les verrouilles. Donc aujourd'hui, ma consultation, elle est à 60 euros, mais franchement, je regrette d'avoir fait ça parce qu'en fait, 60 euros, on se brade. Et si j'aimerais, enfin là, avec le Covid, elle va passer à 80, mais je pense qu'entre 80 euros et 110 euros, c'est un juste prix pour une consultation qui dure, sachant que quand les patients vont chez l'ophtalmo, en secteur 2 ou en secteur 3, mais ils sont déjà à 80 ou 110 euros, et l'ophtalmo, il a du matériel comme nous. Quand ils vont voir un ostéo qui n'a qu'une table, enfin une table d'examen, un bureau, des fois pas d'ordinateur, et qui fait payer 80 euros, c'est 45 minutes, et ben je vois pas pourquoi nous, on ne serait pas rémunérés entre 80 et 110 euros pour le même temps de consultation. Alors déjà, et surtout que là, pour le coup, la consultation chez nous, mais chez tout le monde en fait, chez tous les médecins, c'est ce qu'il y a de plus important puisque Tout à fait. c'est un temps qui doit être accordé pour vraiment savoir ce qu'on va faire pour le patient. Donc là, on retrouve une médecine vraiment adaptée au cas du patient. Et donc, la consultation dure autant de temps qu'on le souhaite. Et si pour ça, et pendant ce temps-là, il faut faire des examens, etc., et les faire à ce moment-là pour donner un diagnostic immédiatement, bah, on les fait. Donc tout ça, ça libère énormément. Comment tu gères les patients CMU? Comme les autres. Sauf qu'ils ont le tiers payant sur la part CMU et CMUC, donc ça fait 32 centimes sur une consultation que je leur déduis du prix de la consultation ou sur un détartrage à 150 euros, et ben je leur enlève les 5 euros de prise en charge de la Sécu plus mutuelle. Enfin plus CMUC. Alors des fois, je diminue enfin je diminue de 5% mes tarifs, hein, mais en fait, ce sont des patients comme les autres, hein, et finalement, ça change pas tellement de mon exercice quand j'étais conventionnée, où il y avait des actes NPC aussi, parce que les reconstitutions pré-endo, elles ont jamais été prises en charge par la CMU, et pourtant on les faisait. Les actes qu'on essayait de patcher à côté pour tricher et s'en sortir un petit peu, bah, c'était pareil. Donc en fait, ils payent, hein, la partie qui n'est pas prise en charge par la CMU et la CMUC. J'ai une petite question rigolote. Les examens radio sont-ils inclus dans la consultation initiale? T'as vu, on est vachement formaté sécu, hein? On est Vas-y. vachement formaté Ouais, sécu. ouais. En fait, oui, la consultation dans la CCM est un acte global. On n'a absolument pas le droit, comme en Angleterre, de rajouter des actes. Donc oui, mais on met le tarif qu'on veut. Donc, rien n'empêche de faire une consultation séparée. Consultation initiale, par exemple, 110 euros. Consultation suivante ou d'urgence où il n'y a pas de cliché radio à faire, par exemple, ou sans radio, 80 euros. Ça pose aucun problème. Rien n'empêche dans la salle d'attente d'afficher ces tarifs de 110 euros et de dire aux patients, la consultation n'a pas duré longtemps, je ne vous ai pas pris longtemps, cette fois-ci, je vous fais payer que 80. On est libre. C'est ça, c'est une liberté totale. Alors, on va terminer sur le dernier petit. Moi, j'aime bien montrer qu'on vit dans un système où on nous conditionne beaucoup et on nous culpabilise énormément, que la culpabilité est mauvaise conseillère et que pourtant on en est pétri. Mais c'est justement la différence parce que moi-même, j'ai fait la faute. J'ai écrit une conférence, enfin un titre sur le déconventionnement. À toi de me dire la différence entre le non-conventionnement et le déconventionnement pour clôturer cette séance.
Alors avant, en fait, les praticiens qui étaient déconventionnés, c'était ceux qui étaient punis par la Sécu à force d'avoir fait des fautes, pardon, et du coup qui étaient virés de la Sécu. À ce moment-là, ils étaient déconventionnés. Et donc les non conventionnés, c'était ceux qui étaient sortis volontairement de la Sécu et qui se sont extraits eux-mêmes du système qu'ils jugeaient impossible. À l'heure actuelle, est-ce qu'on a accès aux chiffres qui permettent de savoir quel est le nombre de praticiens qui est non conventionné par rapport au nombre de praticiens conventionnés? Alors, en 2017, hein, on avait encore accès, on pouvait choisir sur le site Amélie ou Amélie Pro, enfin, ou l'application Amélie, on pouvait choisir France entière et avoir le nombre de praticiens. Il y en avait à l'époque 90. Hein. Aujourd'hui, ce chiffre n'est plus accessible. On peut choisir Île-de-France, on peut choisir chaque département, mais en fait, il faudrait faire chaque département et les additionner. Il semblerait qu'on soit entre 120 et 160 praticiens non conventionnés. Donc en 3 ans, il y a eu un bond énorme. À mon avis, Euh, plus. ça- À mon avis, ouais, plus que ça. Je trouve qu'on en a entendu trop autour de nous le faire pour penser qu'il n'y a que ce chiffre-là. ne serait-ce que dans ma promotion, il y en a déjà plusieurs qui sont sortis de la convention. Mm. Et il y a eu une explosion. Donc ils veulent surtout pas que ça se sache. Oui, de même que pendant un temps, il était question qu'on puisse avoir accès, par exemple, aux données épidémiologiques concernant le type de soins, le taux de soins, etc., pour avoir une idée, par exemple, dans nos régions des besoins. Eh ben, on n'a plus du tout accès à ces chiffres-là non plus. C'est terminé. Donc, en fait, ce qu'on nous enlève, et je n'y vois pas de menace particulière, mais j'y vois un non-accès à l'information qui est là, nous empêche de faire nos choix. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Il y avait une question, oui, qui est importante, c'est si tu regrettes et que tu veux te reconventionner parce que voilà, tu étais mieux dans l'exercice dans lequel tu étais, ça te rassurait plus, tu te sentais plus sécure, comme ça, est-ce que c'est possible de revenir en arrière? Tout à fait. Il suffit de renvoyer un courrier recommandé à la caisse, comme on avait fait pour en sortir, et de dire je veux à nouveau signer le protocole convention et il n'y a aucun problème. Et Ça là, prend les combien tests, de temps? alors ça dépend des. Alors là, toutes les sources ne sont pas d'accord. Soit c'est une journée après la date indiquée sur l'accusé de réception, soit c'est 4 semaines après la date indiquée sur l'accusé de réception. Mais en tout cas, c'est quelque chose de tout à fait réversible. On peut en sortir et on peut y re-rentrer. Juste un mot pour conclure. En sachant maintenant comment est l'exercice non conventionné, j'aimerais retourner dans le passé et me pousser à sortir de la convention, alors dès ma sortie de fac, hein, ou au pire dès la création de mon cabinet. Donc je l'ai créé en 2002 et je regrette franchement de ne pas être sortie de la convention avant. Oui, je pense que c'est le message qu'on peut envoyer à tous les jeunes praticiens qui nous ont dit, bah alors, est-ce que vous auriez commencé en non conventionné? Mais Ah oui, carrément, moi aujourd'hui j'ai une ah ouais. activité de spécialité, mais je pense que je serais restée certainement beaucoup plus longtemps et avec beaucoup plus de bonheur dans mon activité d'omnipratique si j'avais pu la choisir. Parce que ce qui se passait, c'est que j'arrivais pas à satisfaire tout à la fois. C'était complètement fou. Bon, j'ai été passionnée par autre chose, mais ça, c'est venu après sur la maturité. Mais si j'avais eu libre exercice en omnipratique, oui, je pense que j'aurais eu une activité de santé. J'aurais exercé mon métier. Voilà. On a une vraie mission de santé publique. Voilà. Alors, on peut l'exercer, je pense, vraiment partout. Simplement, il faut savoir qui on est et ce qu'on choisit et pas faire semblant, à mon sens, d'être dans différentes cases possibles pour plaire à tout le monde. Voilà. Et Merci, avoir des Marie. patients qui sont plus attachés aux praticiens qu'à leur mutuelle. Oui, ça, je pense que de toute façon, au fur et à mesure, il ne faut pas se leurrer. Je pense que les populations ont très bien vu, surtout, et c'est pour ça que je pense que c'est le moment, parce que les populations viennent de voir à quel point même les pouvoirs publics n'arrivaient pas à prendre en charge une situation extrêmement complexe comme celle que nous sommes en train de vivre, au point qu'il n'y ait pas du tout de prévention. La prévention, c'est 4% du budget du ministère des Finances pour le ministère de la Santé, au profit de 96% pour les soins. Donc, on n'a pas du tout eu ce qu'il faut. Et pour pouvoir gérer une situation d'urgence comme celle-là, je ne pense pas qu'on puisse attendre de nos pouvoirs publics de gérer des situations de santé. Je pense que nous sommes à même de le faire à notre échelle, dans nos cabinets, pour nos patients, à condition d'en avoir la liberté. Voilà, bon dimanche à tous. Merci beaucoup, Marie. Est-ce que ton Et expérience était précieuse, surtout que tu exerces dans une région qui n'est pas du tout riche comme Paris, la région parisienne et couronne, où on est réputé qui est pouvoir faire ce plutôt qu'on très veut. pauvre. Ouais. Voilà. Et du coup, ça permet aux omnipraticiens de toute la France de faire un choix en sachant qu'une praticienne a fait ce choix dans une région qui est réputée
pas du tout possible pour ça. Voilà, je t'embrasse et merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.